Puis-je demander en anglais ou en français? J'essaie les deux. I'm interested in the notion of a dialogue in relation to the dialectic logic of, say, a thesis and an antithesis, and a third sublation to create an overall picture of reality. How far do you think, with Bakhtin's notion of dialogism, he's responding to, say, the hierarchy between the dialectic of master-slave, subject-object? How do you suppose he's replying to that, the structure of that way of thinking with dialogism? Je ne sais pas en français. C'est une question au sujet de la dialectique et comment l'hiérarchie de la logique dialectique et la notion d'un dialectique pensée, le maître étudiant, sujet-objet, dichotomie. Qu'est-ce que c'est dialogisme? C'est un néologisme d'un dialogue. Qu'est-ce qu'il fait en réponse de la hiérarchie de la logique dialectique? Je ne sais pas si it makes any sense at all. Yes. No, I think Bakhtin's aversion to the dialectic is very much based on that he wanted to go beyond the hierarchical model, and so he took out by taking out the idea that there could be a synthetic final truth of a dialogic process. He wanted to go counter to the creation of hierarchy, so that to avoid dialectics, the master-slave component of Hegelian Marxist dialectics. So and that's why it's always his writings are extremely ambivalent. So he never really come to any overarching point, and that's, I think, the part where dialogism comes in as well, because it's also a desire to make a point out of Bakhtin's concept of dialogue that puts it in some kind of dialectic model. But he would have opposed that, of course. But I think that exactly for that reason that he wanted to make sure that the structure was non-hierarchical, which is also his fascination with the carnival stems in large part to this subversion of hierarchies. There was always a flip from high to low, from master to slave, but in a system that was metastable, and that could never have a final outcome where either the slave would take the place of the master, or the master would retain his position. But to what extent do you think To what extent do you think that dialogism as a concept is successful in flattening out the hierarchy and creating a different way of thinking? Il marche ou non? Yeah, no, but I think that what I was trying to say is that it's nothing by itself. In a sense, Bakhtin is also a monologic formulation that needs to be dialogized by us. So it's a question of what we make of it through his writings. I mean, it's not. It doesn't have a finality of truth in and of itself, but it can only have a meaning as so far as we process it again and try to read it try to reinterpret it for our times, and also historicize the concepts that he was using. In the end of your speech, you seem to imply that there is a historical change in respect to today. That there is a lot of permissivity, which would
make the dialogism or the function of it almost useless. No, only of a specific form of the carnivalistic, as Bakhtin saw it, not of the dialogue itself, but of the part of the carnival that is to counter officialdom with laughter. I think that since the poles have shifted today, or maybe since, in recent history, but that doesn't affect the notion of dialogue in a sense. It affects how carnival could be thought of. I think that the notion of the carnival in Bakhtin that presses on the notion that should be no spectator actor division is still very important, but I think that maybe the role of laughter and hedonism, we have to rethink that today with the construction of what I would suggest to call something like an industrial grotesque, that is a culture of supposed permissiveness that reigns. Je vais revenir sur la question de la dialectique, mais avant, je voudrais repartir de cette discussion-là un instant sur la question du grotesque industriel. Voilà. La situation dans laquelle nous sommes, dans l'analyse d'Axel, de ce qu'il a appelé le grotesque industriel. Je pense que c'est une définition, une dénomination malheureusement très très précise, je crois, de ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui fait que le carnaval et son grotesque, traumatypique en un sens fécond, peut devenir le grotesque industriel? C'est un processus, vous l'avez dit dans la lecture, dans la conférence, de dissociation. Par rapport, nous-mêmes, quand je dis nous, je parle là aussi d'ars industrialiste, nous posons comme un fait fondamental, c'était aussi l'horizon du séminaire, de poser comme une situation, le dialogisme comme la condition même du symbolique. Et le dialogisme, c'est juste pour préciser pour les personnes qui n'ont pas participé à ce séminaire, moi je le rapporte au milieu associé de Gilbert Simondon. Et c'est un milieu associé, symbolique, voilà, milieu associé chez Gilbert Simondon, voulant dire plusieurs choses d'ailleurs, en particulier, ce qui est le plus connu, c'est la turbine électrique qui associe l'élément naturel à son fonctionnement technique, bon, ça c'est archi connu, mais ce qui est moins connu et peut-être plus important, c'est que l'individu psychique est toujours associé à son milieu mnésique. Et qu'il est toujours, ce milieu mnésique est un quasi-milieu pré-individuel pour lui. Ce qui est très important dans la théorie ou l'histoire du carnaval chez Bakhtin, c'est que ça décrit un milieu associé qui a au moins deux composantes, il y en a beaucoup plus que cela, mais en tout cas deux composantes dont nous parlons aujourd'hui, qui sont d'une part précisément l'association qui fait que je vois en étant vu et je regarde en me donnant à voir, c'est-à-dire que mon regard se voit dans un masque, sous un masque, et évidemment dans un circuit très complexe, qui renvoie par ailleurs à moi j'en dirais, c'est une question là que je vous pose, Axel, à un fond pré-individuel, amnésique, et ce fond pré-individuel amnésique, dans l'événement du carnaval, il s'actualise, il passe à l'acte festif, à l'acte événementiel, et il passe aussi par le rire ou toute une vie de l'esprit qui évidemment, j'aimerais bien rapporter à Freud ici. Vous avez évoqué Lacan, mais avant Lacan, je pense à Freud. Donc j'ai deux questions ici.
qu'est-ce qu'on pourrait dire, c'est peut-être pas pour répondre aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire du rapport entre Bakhtin et le concept de pré-individuel chez Simondon? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a chez Bakhtin une théorie des traumatypes? Les traumatypes, c'est un terme qu'on a utilisé dans le séminaire, qui d'ailleurs s'oppose au concept de stéréotype, et je vais y revenir pour la question de la dialectique. Est-ce qu'il y a chez Bakhtin une sorte de théorie historique ou d'histoire je dirais, de la traumatypie du fond pré-individuel et de ses conditions d'expression? Ça, c'était la première chose dont je voulais parler, que je voulais soulever, la première question que je voulais soulever, et en ajoutant un point par rapport à la discussion que nous avons eue hier soir sur la terrasse et à propos des industries culturelles. Vous disiez, hier nous avons eu une discussion avec Axel, où Axel me disait qu'il n'y a plus de critique de la culture populaire aujourd'hui. Vous me corrigerez si je... Et que cette disparition de la critique de la culture populaire était un très grand problème. Moi je lui ai répondu, mais il n'y a plus de critique du tout, ni de la culture populaire, ni de la culture savante. Il n'y a plus de critique. Et il y a d'ailleurs eu une dénonciation de la critique par la philosophie française en particulier. À mon avis, une dénonciation irresponsable dans ses formulations. Et j'ai été très sensible. Il y a aussi des tas de questions que vous avez posées sur answerability, responsibility. Why didn't you use responsibility but answerability? I can understand that because it is precisely the question of dialogism. But how to translate answerability for not using responsibility? Derrière cette question, il y a la question responsabilité, confiance. Ce sera un sujet que nous allons aborder à la fin de l'année au Centre Pompidou. Nous faisons une grande rencontre sur la confiance. Je me suis dit que peut-être ça vous intéressait de venir y parler d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, avec les industries culturelles, c'est aussi une thèse. Je ramène ici les thèses d'Ars Industrialis parce que pour moi c'est très important de resituer ces analyses dans un contexte politique contemporain, économique et politique contemporain. Nous soutenons Ars Industrialis qu'aujourd'hui il y a un réarmement critique qui s'opère, mais pas du tout par les académiques, par les intellectuels, voire même les artistes, mais plutôt par les publics. Enfin, nous pensons qu'il pourrait y avoir, à travers ce que nous appelons l'économie de la contribution, une reconstruction je ne vais pas dire un sujet critique, mais disons d'une puissance traumatypique discriminante qui produise de la discrimination, de l'intelligence. Donc ça, c'était aussi une question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de cela, de cette... Je crois que vous évoquez à un moment donné l'interactivité. Je me souviens plus si c'est vous ou non, c'est plutôt Ricardo qui parle d'interaction, interactivity. Le dernier point sur lequel je voulais dire un mot et je m'arrête, c'était par rapport à la dialectique. Et c'est un peu une façon de répondre à Lorna ou de poursuivre sa question. Dialectique, ça a plusieurs sens. D'abord, moi je soutiens que alors je crois que nous sommes très d'accord là-dessus, je soutiens que ce que pratique Socrate, c'est du dialogisme, et que c'est très très proche de Bakhtin. C'est pour ça d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il y a cette exposé aujourd'hui, parce que nous partageons cette conviction. Je crois aussi que ce que Platon appelle dialectique n'est déjà plus le dialogisme de Socrate. Mais ça n'est pas encore la dialectique de Hegel. Et ça c'est très important, il ne faut pas faire de confusion. La dialectique platonicienne n'est pas du tout la dialectique hegelienne. Quand je dis ça, c'est pas forcément à mettre au crédit de Socrate, de Platon, c'est peut-être à mettre à son débit. C'est ni à mettre au débit ni au crédit d'ailleurs, c'est pas la même chose, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur ou qu'il est moins bon que Hegel. Ça veut dire que c'est autre chose. Mais si j'introduis ce problème,
cette problématique-là de la dialectique ici, c'est parce que pour moi, ce qui est problématique dans la dialectique de Platon, je ne parle pas encore de Hegel, c'est que la dialectique de Platon produit des formes stéréotypiques sans thématiser cette production en tant que telle. Je dis sans thématiser cette production en tant que telle, parce que produire des formes stéréotypiques, c'est nécessaire. Par exemple, pour que ce bâtiment tienne debout, il a fallu produire des formes stéréotypiques. C'est absolument fondamental. Il a fallu figer des équations que le maçon qui a construit ce bâtiment ne connaît pas. Il ne les a pas remises en question, il n'était pas inquiété par la vie de l'esprit hegélien. Et heureusement, parce que sinon le bâtiment se casserait la figure. Donc on a besoin de la stéréotypie, et c'est ça la question de la métastabilité chez Simonon. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de la métastabilisation, il faut qu'il y ait de la stabilité relative, mais stabilité quand même. Et donc de la stéréotypie. La dialectique hegelienne va thématiser cela. Ça, c'est extrêmement bien expliqué au début de la phénoménologie de l'esprit. Là où, ce qui explique, Hegel dit, premièrement, nous ne sommes pas grecs, c'est fini. C'est-à-dire ce que les Grecs ont lu pour la première fois, qu'ils ont ouvert pour la première fois, pour nous, c'est du réchauffé, du bien connu, c'est de la répétition, c'est solidifié, ça c'est devenu des stéréotypes. Et il est très difficile d'arriver à oublier tout ce que nous avons appris. Pour revenir, c'est l'anamnèse, d'une certaine manière, pour revenir au caractère traumatypique de ces formes qui sont apparues alors. Si je dis cela, c'est parce qu'il faut faire attention de ne pas évacuer la dialectique trop rapidement. Bien sûr que la dialectique est problématique, je suis moi-même un combattant anti-dialectique contre le hegelianisme, la grande synthèse hegelienne, mais en même temps, si on oublie pourquoi Hegel a fait cette dialectique, alors on a tort de s'en prendre à la dialectique. Il vaudrait mieux rester hegelien. Parce qu'il vaut mieux rester hegelien que d'oublier Hegel. Les gens qui ont oublié Hegel, il y en a énormément à notre époque, ce sont des crétins. Et il est absolument essentiel de repasser par Hegel. Maintenant, moi, ce que j'interprète de votre exposé de Bakhtin, c'est qu'il s'agit de faire un pas au-delà de la dialectique hegelienne et marxienne, bien entendu. Il faudrait évidemment là aussi parler de Marx et de la dialectique matérialiste, mais ça, je ne vais pas le faire, parce que ça prendrait trop de temps. Voilà ce que je voulais dire, peut-être si vous avez envie de dire quelques mots. Yeah, I think that Bakhtin has a huge problem in formulating the pre-individual because he's in constant dialogue with Neo-Kantianism and the idea of oneness in Neo-Kantianism. So he's always trying to avoid the issue by historicizing as much as he can. In his early and latest philosophical periods, he comes to some kind of pronouncements of the pre-individual, what that could consist of, and that even, that comprises also of the inorganic and so on. But they're fragments, nothing more. So it's very, very difficult to say when he discusses these issues like the carnival. It's always in a very strict sense of historicization. So he avoids the idea of the one, or the kind of the totality of ends, and also I think that the historicization he has it's a very optimistic historicization as well, or a very specific one, where he wants to bring out the positive in the carnival, and he's not concerned in seeing the carnivals as also a space of a pharmacological space where both positive and negative things could happen. I mean, he never talks about anti-Semitism. That was a very, very big part of European carnivals, which ties into this scapegoats, that was the time when pogroms usually happened in Europe and so on. So he has this, because he uses it for a purpose to go against social realism. And I think that
Yeah, and also the second question about the associated and disassociated environments. I think after through reading Bakhtin, maybe dialogue is not the most important concept sometimes, but monologue is more important, because with a recent example of this, with the events in Norway, with the shootings that took place this summer, this person that perpetrated these acts was actually heavily engaged in a very associated way through digital means with other people, and so he was not at all a disassociated individual. On the contrary, he tried to pretend he was disassociated towards the rest of the world, so he told everyone he was playing computer games and acting as though he was disassociated, but that was just to disguise his association. But the association was with incredibly monologic forms of reason, and that's where the danger lies, in a sense, that it has to be brought back to the dialogic, but it's not. So the associated environment could be negative as well if it's monologic, and I think that's where Bakhtin could be a very important contribution. And yeah, and this and on with the dialectic, again, it's very specific, because Bakhtin, the dialectic was obviously the slogan of the Soviet Union at the time he was writing, so it's very consciously going against that for that reason. But important there, as you said, is the notion of metastability, that would be the end, regardless of whatever movements that happened. And obviously he historicized the changes. He historicizes the dialectic unfolding of history through his book on the carnival. So he's not in any way countered against the idea of historicizations, but whenever the enunciation comes, it has to be in a dialogic form, because it's an ongoing process, so to speak. So if you arrest the development or arrest the word at a certain place, then again you fall into monologic forms of reasoning, which is what he identified in the Marxism of the Soviet Union, that it fell into this trap of becoming monologic, because it wanted all the time to arrest the development and make life correspond to a codified practice that had been agreed on beforehand. So it became, at best, a self-fulfilling prophecy, and probably a false one at that. Yeah. J'ajoute juste un mot pour la question du monologue, pas du monologisme, mais du monologue, ou plus exactement de ce qu'on a traduit, je ne connais pas le mot allemand, par le soliloque de Husserl. Parce que dans la première recherche logique, Husserl pose le problème du soliloque. Nous avons beaucoup discuté dans le séminaire de cette question. Comment est-il possible de soliloquer si l'on est fidèle à la pensée platonicienne du dialogue avec soi-même? Bon. Comment est-il possible, autrement dit, de dialoguer avec soi-même? Je signale que c'est en partant de cette question que nous en sommes aussi venus à la question du monologue et du dialogisme. Hein? Ça appartient à tout cela. On y reviendra avec Joyce, peut-être, hein? Puisque Joyce est une pratique littéraire du monologisme. Enfin, du monologisme, peut-être pas, mais en tout cas du monologue. C'est peut-être plus compliqué que ça, mais en tout cas, ça s'est souvent dit comme ça. Et ce serait intéressant de croiser Bakhtin
et Joyce. Vous le faites vous-même? Oui, j'en parlerai. D'accord. Je vais vous donner le micro parce qu'il faut que vous parliez dans le micro. Je veux juste dire, avant, je vais vous le donner tout de suite, juste dire avant cela, si l'an prochain nous refaisons cette rencontre, je l'espère bien sûr, j'espère que nous continuerons à parler de Bakhtin et de dialogisme parce que je crois que c'est très très important. Et Tsvetan Todorov habite à 30 km d'ici. Donc je l'inviterai à ce moment-là pour qu'il vienne nous faire une présentation de la façon dont en France, dans les années 70, Bakhtin a été introduit par lui et Julia Kristeva. Et eux, ce sont des gens des pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, qui sont très sensibles aux formalistes russes et à toute cette tradition. Je vous laisse la parole. Adrien. Oui, je reparlerai ça on discutera avec Axel peut-être quand je vais parler de monologue intérieur, Stream of Consciousness chez Joyce. Là, je voulais juste rebondir sur quelque chose à partir de Joyce aussi. Joyce qu'elle rappelait du XXe siècle, hein, je pense qu'il est candidat en tout cas au poste. L'autre, on en parlera peut-être aussi, c'est Artaud. Il y a tout un travail du carnavalesque chez Artaud. C'est pas si souvent dit que ça. Peut-être chez les Deleuziens, je sais pas. Oui, c'est sur la question de la culture populaire. Vous êtes entendu sur l'idée qu'il n'y avait pas de critique populaire. Là, je voulais juste conseiller à Axel, s'il ne connaît pas, là encore, un artiste, il est aussi candidat peut-être au meilleur artiste du moment, et très productif et un peu inégal du coup, c'est Mike Kelly sur le carnaval, qui a beaucoup travaillé sur les questions du trauma et un artiste très intello en plus sur du trauma et du carnaval à partir qui est un artiste courageux qui attaque le problème de la culture populaire industrielle et peut-être la question de ce que M. Stigler appellerait les programmes, les programmes scolaires, les programmes. Voilà, je voulais juste, j'espère avoir bien compris, mon anglais est mauvais. Oui, il me paraît dangereux de dire qu'il n'y a pas de, voilà, je pense encore à Joyce et à Artaud, qu'il n'y a plus de traumatype à cause de ce grotesque industriel qui a fait, qu'il n'y a plus de traumatype du corps. Joyce, un des épisodes de Ulysse qui s'appelle Nausicaa, a attaqué l'idée du corps cosmétique. Je crois qu'il y a aujourd'hui une beauté officielle du corps cosmétique. On pourrait dire que, par exemple, je pense que le corps vieux aujourd'hui tend à devenir traumatypique. Je pense qu'il ne faut pas dire une fois pour toutes, à cause de ce qui est devenu la culture populaire, que le corps ne ressortit plus du tout. No, that's completely true. I think, but what I was trying to say was that it was the notion of permissiveness and laughter. There was the thing that I had lost is traumatic. I think the body is still potentially traumatic, obviously, but it's just in what form it presents itself. So it still retains that, no doubt about that whatsoever. But it was more on the notion of laughter that, and maybe some aspects of sexuality and so on. Maybe not the old body, but all other kinds of representations, in a sense. But no, there is definitely a huge theme of the body, and it's yeah. Je suis désolé, on va être obligé d'arrêter parce que sinon on va dépasser l'horaire. On reviendra sur probablement cette question avec la ontologie, la question de la shame, de la honte. Parce que c'est ce que disait Axel était très lié à la question de la honte. Donc, et c'est par rapport à cette question de la honte qui nous a occupés aussi dans le séminaire qu'il disait cela.